Je suis un spécialiste de la joie et de la bonne humeur. Tu t'es retrouvé à travailler dans les médias. Est-ce que tu as étudié là-dedans? Est-ce que c'était quelque chose qui te parlait? Bon, moi, j'ai travaillé après le bac dans de la construction, dans du béton armé, des petits boulots. Avant de me mettre devant la caméra, j'étais derrière les caméras en pilotage de projet pour 36 000 trucs. Et je suis reconnu par le Forum économique mondial comme un expert en médiation culturelle, etc. pour le Maroc. Et là, tu as parti ton podcast Nota Bene en septembre dernier, n'est-ce pas? C'est quoi ta vision pour Nota Bene? Je me suis dit, le jour où je vais faire Nota Bene ou Bink, il faut que ce soit carré et que je puisse me projeter. Un conseil que tu pourrais donner, mettons, à notre génération? Il ne faut rien attendre en retour. Il faut donner, تيقولك في المغرب دير الخير ونساه. Et c'est quoi un des plus grands risques que Nabil Skili a pris dans sa carrière? J'ai pris le peu d'argent que j'avais, un billet d'avion pour la Russie, une cagnotte de mes amis, un sac à dos et j'ai créé une émission sur le tas. Et pour les gens qui veulent venir au Maroc, tu conseilles quoi? C'est incroyable. Plus beau pays du monde, mais je te le dis de manière très très assumée. Smithy Nabil, made in Morocco, Nota Bene. Dans ton podcast, je t'interviewe. Yak? Ok, ouais. Parce que je suis sûre que beaucoup de gens de ta communauté, de ton audience, veulent savoir c'est qui Nabil. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Mille et une quêtes, un podcast où est-ce qu'on explore ensemble la quête professionnelle et personnelle de différents invités pour nous inspirer à aller vers des projets qui nous inspirent, à faire des projets qui ont du sens pour nous. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personne qui m'inspire énormément, autant par son côté créatif, par sa personnalité, par le fait qu'il a eu mille et une vies, qu'il a fait mille et une choses. Il est dans le domaine de l'événementiel, dans la création de contenu, il est aussi dans les médias, bref, il est multicasquette et j'ai envie qu'on le découvre ensemble aujourd'hui. Bonjour Nabil Hamdaoui. Yeah. A.k.a. Nabil Skili. Salut. Coucou Kenza. Alors, comme première question que je pose à toutes mes invités, c'est de leur laisser la place et de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Je suis Nabil Hamdaoui. Actuellement, je suis reconnu comme un producteur de médias et d'événements, mais je dirais plus que je suis un spécialiste de la joie et de la bonne humeur. 100%. Voilà. Ouais. Et tout ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à ce jour m'ont guidé au travers du entertainment, au travers du média, au travers de l'événementiel, à maîtriser des outils qui répandent de la joie et du bonheur. السلام عليكم. دابا هاد المويطه هادي غير باش راه ديما تنساو حنايا تنحبوا لي ميديا في سا افيك كور اوتو برودكسيون افيك نو بروبر مويان باش نوصلوا شي حاجه اللي تنحبوا ليا لا كرياسيون دو كونتوني مع دي جون مريقلين مغاربه ولا اللي داروا شي حوايج مريقلين في المغرب. دونك عافاك الا ما تابونيفو ديبيشيفو ابونيفو لايكي كومونتي باش تخلق شويه تاع الانتراكسيون اللعيبات. علاش؟ باسكو في تو سا افيك نو بروبر مويان اون لو في بور لامور تاع هاد لو ميديا بور لامور ديال المغرب اي بور لامور de pouvoir faire des choses dans des décors اللي يكونوا واعرين ونطلعوا البرودكسيون لواحد نيفو اخر هربان وتعاونوا مع الفريق. ابونيفو سي فو بلاي ديبيشيفو على العار. Ouais. Donc, en vrai, moi, comment je te vois, c'est vraiment ça. C'est le bonheur, la joie, le good vibes. Et quand je pense à toi, je pense aussi à Marrakech. Je pense à Qu'est-ce qui se passe, ton projet, ta chaîne YouTube, où est-ce que tu fais briller Marrakech, tu racontes tout ce qui se passe à Marrakech. Et tu m'as fait, à travers tes yeux, aimer cette ville, découvrir cette ville au travers de tes stories. Et qu'est-ce qui, toi, t'anime qu'est-ce qui te passionne de Marrakech? Ça représente quoi pour toi, Marrakech? Marrakech, ça représente pour moi déjà une ville cosmopolite, dans la mesure où tu sais, ça fait un peu bateau de le dire, mais c'est au carrefour des civilisations.
ah ben, tu le réalises de plein fouet quand tu vis à Marrakech, c'est que tout le monde, déjà de un, se rencontre à Marrakech. Je suis né en France, j'ai grandi à Marrakech et aux États-Unis, et je suis revenu au Maroc à l'âge de 22 ans. Et j'ai voyagé sur presque tous les continents. J'ai pas mal baroudé. J'ai beaucoup voyagé pour m'amuser, pour faire du snowboard, pour faire du surf, pour faire la fête, aller à des festivals. Mais au Maroc, déjà, je peux faire tout ça rien qu'au Maroc. Du désert à l'Oukaïmeden, les sommets enneigés, les spots de surf tout au long de la côte, la pêche, la forêt, Ifrane, les sapins. Donc Marrakech, c'est parce que c'est un genre de carrefour. C'est comme de Marrakech, à 2 heures, t'as la mer, à 2 heures, t'as la neige, à 2 heures, t'as genre... Ouais, t'as Casablanca, le pôle économique. Ouais. Tu peux prendre un train maintenant et partir jusqu'à Tanger, gars, etc. Ouais. Après voilà, tu as la vallée de l'Ourika, tu as des activités mécaniques, des activités aquatiques, des activités de balade. Et qu'est-ce qui fait qu'énormément de gens veulent venir spécifiquement à Marrakech? Parce que Marrakech, c'est quand même la ville la plus touristique du Maroc, n'est-ce pas? Marrakech, c'est les gens qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à Las Vegas, ils viennent à Marrakech. Mais sérieusement. C'est vrai? Ouais, les gens d'Europe qui n'ont pas, parce que Las Vegas, quand même, tu as réussi, tu as de l'argent, ouais, allez, Las Vegas, je vais faire la fête, je vais aller voir le show de, je sais pas, Usher ou de Justin Timberlake, ensuite on va aller au casino, ensuite on va aller poser 3 bouteilles de champagne au Bellagio ou je sais pas quoi, et l'avion, tu vois, c'est... Alors que pour une fraction de ce prix, tu vis la même chose ici. Tu prends ton vol low cost EasyJet Ryanair, 80 € aller-retour. Tu poses ta bouteille de champagne à l'épicurien, au comptoir, au Pacha à l'époque, etc., 200 €. Tu vas au casino de la Mamounia ou du Sedi. Et en plus, tu as l'ancienne Médina et tu as le côté un peu rustique. Donc les gens, je pense, avant, venaient ici pour déjà ce consumérisme. Moi, je pense des tranches d'âge que je maîtrise. Des gens qui me ressemblent, entre guillemets. Tu vois, on est... pas autant... on va quand même parler consumérisme. Tu vois, des fois, quand tu as envie de te faire plaisir, il y a personnes qui associent ça à aller se faire plaisir. Bah, tu vas aller claquer de l'argent pour aller soit écouter du son, rencontrer des gens, faire la fête, danser, etc. C'est un type de tourisme. Et une fois qu'ils viennent ici, ils trouvent un plus qu'il y a ici qu'il n'y a pas dans ces autres destinations et qui n'existe pas. Las Vegas a été construite pour être un pôle de entertainment. Okay. Marrakech a développé ces pôles entertainment au sein déjà d'une culture qui est séculaire et qui est assez bien préservée. Tu as l'ancienne Médina, les remparts, c'est quasiment intouché au niveau de la vibe et toute la nouvelle ville s'est développée hors des remparts. Donc, quel que soit X, tu as le centre. Et le centre, c'est un centre millénaire. On parle de Jemaa el-Fna et les alentours. Et les alentours, c'est délimité, le périmètre est délimité par des remparts. Ouais. Et au sein de ces remparts, c'est l'ancienne Médina, avec ses jardins, avec ses habitations, et ces choses peut-être plus modernes qui ont été faites, les rénovations et tout. Mais ça, c'est intouché, ça fait 1000 ans que c'est là. Ouais. Ouais, j'ai été visiter avec notre guide touristique. Il y a un hammam qui date de 1500 et quelques 1500 qui est toujours en fonction. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore intactes, quoi. Donc et puis je trouve que le Maroc, de façon générale, on a quand même une culture très ancrée. C'est-à-dire le Marocain reste quand même très marocain. Donc mais tu as dit, et c'est quoi la touche unique, tu as dit tout à l'heure par rapport à Las Vegas, c'est quoi la touche unique? C'est l'histoire, c'est la culture. C'est pas surfait, c'est pas on va trouver le code PIN de ce qui va attirer les gens. Ouais. Tout le monde afflue d'ailleurs, ils doivent jouer un certain rôle pour accueillir ces gens selon son poste, non? On est comme ça. Yes, it is what it is, c'est comme ça que c'est. Et comment tu le décrirais, ça? C'est dans quoi? C'est dans la façon de s'habiller, dans la façon d'accueillir, dans la façon de... Non, c'est dans la façon de pouvoir interpréter comment l'autre pourrait te comprendre, au-delà des barrières de langage, en fonction de toi,
soit tes expériences propres ou de l'héritage de ton m'allim ou de la personne qui tenait la boutique avant ou de ce qu'on t'a raconté. Ok, les Japonais, ils aiment bien ça. Ah, les Français, quand ils vont venir négocier, il faut faire ça. Ah, les trucs... Comment j'ai dit les Français quand ils négocient parce que c'est ceux qui négocient le plus. Non, bref. Mais il y a des clichés stéréotypes qui, quand même, qui sont quand même... Il n'y a pas de fumée sans feu. Et les gens de Marrakech ont développé cette aptitude à avoir cartographier certains types de comportements dépendamment de où la personne vient ou de comment il a vu marcher, de comment il est habillé. Il va automatiquement savoir soit quelle langue sortir ou bien ça c'est une personne qui va juste vouloir acheter son confort, ça c'est une personne que sûrement elle va vouloir négocier. Donc il faut commencer haut pour retomber sur tes pieds et ça c'est des trucs qui se sont développés au fil des générations de ces personnes-là qui en fait ont fait les mêmes métiers et au fur et à mesure que la société s'est développée, il reste quand même cette racine, cette base qui date d'avant Internet, qui date d'avant plein de choses. Oui, les Marocains, moi je les qualifie de caméléons. C'est-à-dire tu les mets partout, ils s'adaptent super bien. Et parce que, en tout cas, vous avez cette capacité-là à lire les gens facilement. Pourquoi t'as dit vous? Toi aussi, t'es marocain. Tu pensais que c'est mille et une quêtes à Montréal et que j'étais venu chez toi. Oh, on est à Guélise, Marrakech. Oh. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a cette capacité. Mais parce que des fois, je me dis, moi, je suis encore très naïve. Je ne suis pas encore vraiment taïara diel. Les Marocains, quand même, vous êtes ceux qui sont nés ici, ceux qui ont fait. Moi, je trouve la période la plus critique pour dire si tu es vraiment marocain, selon moi, c'est l'adolescence. Si tu l'as fait au Maroc, et parce que c'est le moment où tu te construis et tout ça, et c'est le moment où tu chopes les codes et que tu développes les réflexes. Mais je trouve que quand même, les Marocains ont une intelligence émotionnelle hyper développée, de façon générale. Et peu importe ceux que j'ai rencontrés, que je côtoie au Canada, tu le sens. Et c'est beau. Et moi, je trouve que c'est une super force. Ouais. Et ouais, donc... et dans toi, comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler dans les médias? Est-ce que tu as étudié là-dedans? Est-ce que c'était quelque chose qui te parlait ou tu as découvert ça au fur et à mesure dans tes expériences? J'ai étudié ingénierie informatique parce que... moi, j'ai travaillé après le bac. Je travaillais aux États-Unis, j'étais ouvrier, tu vois, je faisais des petits boulots, je travaillais dans de la menuiserie, dans de la construction, dans du béton armé, des petits boulots. Wow. Après, quand je me suis dit, écoute, ce serait bien la vérité de Tkra. Après, les États-Unis, c'était très cher. Après les États-Unis, j'avais un certain lifestyle. Et c'est comme si j'avais une occasion de recommencer à zéro, d'avoir essayé des choses à ma manière. Je me suis dit, mais en fait, c'est quand même une clé d'étudier. Je trouvais une école en France. En allant en France, je rentre des States, je trouve Marrakech, comment elle a changé. Je pars plus en France, je trouve une école ici. J'étudie ici au Maroc. Ingénierie informatique. Pourquoi l'ordinateur et tout, ça me faisait kiffer. Je me suis dit, au pire des cas, tu te fais chier en cours, tu as le démineur, le solitaire, tu peux jouer sur ton ordi. Je te jure, c'est comme ça. T'es toujours là à optimiser les trucs. Faut jamais perdre son temps. Putain, j'étais super fort au démineur. Truc de fou. Et j'ai fait développement informatique. Non, mais je kiffe. Tu vois, l'algorithmique, développer des applications, j'avais déjà touché à des ordinateurs bien avant. Et en faisant ingénierie informatique, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un boulot très rapidement. J'ai arrêté mes cours du soir en master pour me dédier pleinement à mon poste qui était quand même chef de projet dans un centre de contact hautement quali. Je gérais une équipe de 30 personnes. C'est moi qui avais développé en interne les CRM. Mais en développant les CRM, le big boss, il a vu que j'avais ce truc-là avec les gens. Il m'a dit, mais attends, tu développes les CRM, pourquoi est-ce que tu ne travaillerais pas avec nous bien plus longtemps? Ça devait être juste un stage de 3 mois. Reste avec nous et regarde comment tu gères la gestion d'équipe et tout. Je lui ai dit, moi, là, aux States, là, je gérais des équipes dans Tabnet et tout, mais t'inquiète, moi, c'est sûr que ça va être la même chose. Et voilà. Et j'ai travaillé dans ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Sauf que quand c'est bon, je voulais changer de boulot, j'ai vu que les langages, l'informatique, ça évolue tous les ans, des nouveaux langages, etc. Et j'ai réalisé que c'était un travail continu de rester à la page il faut rester des à nouveaux jour. langages. Ouais.
Et ça, je voulais pas nécessairement. Je pensais que mon diplôme allait être une finalité pour que, ouf, voilà, c'est bon, je suis diplômé, maintenant je me concentre que sur le terrain. Mais en fin de compte, non. Donc j'ai lâché le fait de travailler avec mon diplôme d'ingénierie informatique. Et je suis parti, j'ai pris 6 mois, j'ai voyagé autour du Maroc pour aller à tous les festivals. Et je partais au festival découvrir un peu la vibe, comment ça se passait, comment ça rencontrer des gens. J'ai commencé à faire je sais pas, j'arrive à un concert, si c'est un truc intimiste, je vais demander est-ce que je peux prendre le micro. Je commence à rapper sur scène, j'ai commencé à tisser des connexions avec les gens. Et comme ça. Et après, j'ai commencé à offrir mes services gratos. En mode, je sais pas, moi, résidence artistique, Villa des Arts, excusez-moi, est-ce que je peux vous donner un coup de main? Vous recevez les bus là des jeunes. Je peux faire peut-être une animation là sur le gazon en attendant que vous veniez, vous leur fassiez la visite de l'expo. Laissez-moi gérer un petit peu tous ces bus là qui arrivent. Ok, les jeunes, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Ouais, on est là pour la résidence. Mais vous savez quoi? En attendant, on aura 2 groupes. Un groupe qui veut tatati ou là, un groupe qui veut écouter du slam. Qui est-ce qui kiffe le slam? Bon, les jeunes ne connaissent pas. Qui aime le rap? Ouais. Ok, ceux qui aiment le rap, là-bas, tac. Je commence par du rap, après je leur fais des textes de slam. Après, je commence à leur parler de déclamation, de machin. La directrice de la Villa des Arts, elle m'a repéré, elle m'a programmé. J'ai fait un truc en mode artiste lyrique, slammer. Et de fil en aiguille, ces gens-là qui me voyaient juste de loin à tous les festivals danser et tout, Nabil, il fait du rap, il écrit du slam, il a animé des ateliers. Après les instituts français, j'ai fait une tournée avec les instituts français d'ateliers pendant 2 ans dans les lycées français et tout. J'ai pris ma revanche sur mon lycée. On m'a foutu à la porte. Hein. Ouais. Ouais, à 16 ans, Turbulent, etc. Plein de trucs. Ouais. Moi, je pense, et en plus, la dame du lycée de l'époque, qui était un petit peu, on va dire, la personne, je pense, qui m'a... J'ai été stigmatisé en disant pas que quelqu'un en particulier m'a stigmatisé. Mais c'est incroyable parce que je suis parti au lycée peut-être 15 ans plus tard. Et c'est comme si on s'est réconciliés. Et c'est comme si elle m'a demandé pardon sans me dire pardon. Mais le truc, c'était là en mode, waouh, qu'est-ce que tu fais là? Tu es vraiment venu que pour me voir? Oui, elle s'est levée, limite les larmes aux yeux, elle m'a pris dans ses bras. Et là, je me suis dit, waouh, donc en fait, ils savent un petit peu. En fait, c'est pas je me fais un film pour légitimiser des comportements. C'était vraiment vrai. Et venant de cette personne en particulier du corpus enseignant de Victor Hugo, c'était la confirmation qu'ils savaient qu'on était 1, 2, 3. Je te jure qu'on était stigmatisés. Voilà, on n'était pas méchants. À force de te dire tu es méchant, tu essaies de devenir méchant. Après, ça ne marche pas. Après, tu te dis mais putain, je ne suis pas méchant, j'ai essayé, je fais quoi? Tu les challengeais en fait. Moi, j'associe ça, surtout les enfants, quand on est... je pense, si je comprends bien, tu es quelqu'un d'hyperactif, d'hyper stimulé. Tu as besoin de stimulation. Tu as toujours envie de faire des choses. Tu vas plus vite que la moyenne. Moi, je le vois en tout cas dans ta façon de... Juste dans ton quotidien, tu peux faire plein de choses. Tu fais toujours quelque chose. Donc, en classe, à un rythme peut-être un peu plus lent, qu'est-ce qui arrive qu'est-ce que tu trouves à faire? C'est déranger un petit peu quand c'est un peu trop plate ou que tu n'es pas assez stimulé. Et puis, eux, ça les challenge d'une certaine façon. Donc, du coup... on va te dire t'es méchant pour que tu te calmes, mais ça marche pas. Ça te donne encore plus envie de faire des choses. Et preuve, t'as très bien réussi au final. Je sais pas, réussi, je sais pas. En train de, après réussir dans la société contemporaine d'aujourd'hui, dans une grande ville, tu mets un chiffre sur réussir. Tu trouves? Moi, oui. Selon moi, mon principe, parce que tu arrives à un point où est-ce que tes ambitions sont budgétisables? Ambition, pas besoin ou envie. Et mes ambitions, quand elles plafonnent, c'est uniquement, il y a un chiffre dessus que j'atteins pas. Qu'est-ce qui se passe? Je faisais tout seul pendant, je sais pas, des dizaines d'épisodes. Est-ce que tu peux juste dire aux gens un petit peu c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était un agenda vidéo de Marrakech. Qu'est-ce qui se passe? Comme son nom Qu'est-ce qui se passe à Marrakech? Qu'est-ce qui se passe à Marrakech?
Voilà. Et en plus, avec mon réseau et tout, j'avais une certaine facilité à avoir quand même des gens devant la caméra qui passaient pas nécessairement devant la caméra, où j'avais une aptitude peut-être à faire une couverture bien singulière. Du fait que la plupart des gens qui ont peut-être mon profil, arrivés à un certain âge, ils sont déjà carriéristes, ils sont déjà dans plein de trucs, ils n'ont pas le temps de surfer la vibe réseaux sociaux, Internet, content creation, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu à l'heure du jour. Tu vois, carriériste et tout, oh shit, si je ne crée pas du contenu, je risque de passer à côté de quelque chose. Sauf que moi, le contenu, je l'ai accompagné. Donc, j'ai ma manière singulière. Oui, il y a des choses, il n'y a que Nabil qui peut le faire ressortir. Mais je ne suis pas le seul à pouvoir le faire. C'est juste que les personnes un peu de mon type ou ma catégorie, ils ont fait des choix très tôt. Et avec Internet et tout, je me retrouve moi dans ce truc. Et tac. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai porté tout seul, tellement ça a bien marché, que c'était devenu un devoir. Et je faisais ça C'est un devoir citoyen. Ça m'a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dirhams à produire cette émission. Tu es invité par plein de monde pour aller faire des trucs. Tu les fais de bon cœur. Des fois, tu as les moyens, des fois, tu n'as pas les moyens, mais tu es obligé que l'émission se fasse. Et je l'ai fait. Tu traites avec la mairie, tu traites avec les officiels, tu fais des interviews avec tous ces gens-là. Mais on m'a jamais rien proposé. J'ai peut-être jamais rien demandé selon un truc particulier, mais c'est un truc que je faisais tout seul. C'est comme si la ville me devait qu'est-ce qui se passe. Nabil, tu dois faire qu'est-ce qui se passe pour moi à Marrakech. Sauf qu'à un moment, c'était... Au final, tu dois retrouver ton compte aussi si c'est cool de faire des projets, mais je veux en vivre, tu vois. Non, pas je veux en vivre, ça me coûtait. Donc tu arrives obligé à un moment, avec toutes les bonnes volontés du monde, tu n'as plus comment. Et après, quand le Covid il est venu, c'est obligé. Mais le peu que j'arrivais à faire rentrer, c'est impossible que je mette tout dans qu'est-ce qui se passe et que je mange des vues. Moi, mes vues, je ne peux pas les manger, surtout qu'elles ne sont pas monétisées. Je comprends. Donc, ouais. Donc, il faut de l'argent pour relancer. Qu'est-ce qui te portait à faire ça? Qu'est-ce qui t'animait pour le continuer, même si tu dépensais beaucoup d'argent là-dessus? Ça rendait service, en fait. Ouais. Et ça rendait les gens joyeux. Ouais. Tu vois, parce qu'en coulisses, je rentre, je fais des conférences, je participe à des échanges sur le tissu plus culturel que média, mais tout le volet festival, j'ai beaucoup travaillé dans l'organisation d'événements. Avant de me mettre devant la caméra, j'étais derrière les caméras en pilotage de projet pour 36 000 trucs. Et je suis reconnu par le Forum économique mondial comme un expert en médiation culturelle, etc., pour le Maroc, pour des différents types d'événements. Donc, je voyage pour représenter le Maroc de par mon expérience, partager le Maroc avec des gens de l'international, dans plein de cadres. Et là, je mâche pas mes mots. C'est que, pour qu'on fasse avancer le truc, c'est quoi le blueprint, toi, dans ton pays? Parce que nous, à Marrakech, les événements grand public ou la biennale, quand on accueille plein de gens, comment ça s'est passé pour ça? Les ateliers, les enfants, et tu prends les best practices d'un peu partout. Donc, j'ai ce truc-là. Il y a des trucs qui me font chier. Mais je ne vais jamais prendre mon téléphone, je vais dire « Ah, putain de merde, fais chier parce que... » Et j'ai 36 000 putains de merde dans 36 000 trucs. Ça, c'est un truc vraiment... Ouais. Je ne le fais pas. T'es trop fort. Parce que je n'ai pas joué ce rôle. Ah, okay. Ce n'est pas mon rôle. I'm not made for this. I'm made for this, mais sans les caméras. Tu le fais en arrière? C'est dans des trucs privés, quand s'il y a des trucs, des missions soit de conseil ou des OP où il faut être pragmatique, etc., tu dis ce qui va, tu dis ce qui ne va pas. Ouais. Et des fois, tu dis ce qui ne va pas, il n'y a pas de solution, mais tu dis, on arrête tout de suite, ça ne va pas. Je ne sais pas comment on doit gérer ça, mais si on ne gère pas ça d'abord, ça ne sert à rien d'aller labourer ça et ça et ça, si ça, c'est perverti. Donc, mais devant une caméra, je ne peux pas parler de ce qui va mal sans que derrière, il y ait... T'apportes quelque chose. Ouais, parce qu'à quoi bon, c'est l'Internet marocain, il est rempli de... L'Internet tout court. Avant Internet, la télé, tout. Là, t'allumes la télé, les infos. C'est la merde partout. Alors que toi, t'allumes la télé peut-être pour oublier que peut-être ton quotidien, il y a plein de trucs qui te font chier, en fait, qui te cassent les couilles, mais que ça fait partie de la vie. Mais tu vois aussi les gens... Wow. Pourquoi cette culture du malheur ou là, du voyeurisme dans le malheur? Nous, vraiment, on a
quand même un petit peu ça. On a beaucoup dans notre culture, on est des miskinas. Juste tout à l'heure, j'étais partie me faire un soin. J'ai dit, ah ouais, elle m'a dit, pourquoi est-ce que tu marches un peu tout croche? J'ai dit, ah, c'est que je viens de faire du sport et du coup, j'ai un peu mal partout. Elle me dit, ah, miskina, genre. Je suis comme, non, je suis pas miskina, c'est juste... c'est genre, mais c'est une façon gentille. Mais dans le langage, on sent beaucoup qu'on est des, oh, la pauvre, ou, oh, tu vois. Donc, mais c'est vrai que... Mais j'admire beaucoup ça de toi. Tu es toujours là à transformer, peu importe la situation, en quelque chose de positif et de juste... C'est normal. Parce que ça ne sert à rien de donner quelque chose, ouais. C'est pas ça sert à rien, parce que ça, c'est un truc de moi. Seuls les gens proches le savent. Mais je sais c'est quoi. Je connais la souffrance, bien. Je connais la misère, bien. C'est pas que je l'ai rencontré et j'ai truc. J'ai une empathie profonde. Les gens qui ont souffert, pour les gens qui par plein de choses que j'ai vécues dans ma vie. Et surtout aux États-Unis. Les États-Unis, waouh. Donc je sais c'est quoi. Donc quand je le sens, je le ressens. C'est pas genre, j'ai envie de vivre dans un monde aseptisé. Ouais, non, non, c'est parce que je sais c'est quoi que je sais c'est quoi les bas-fonds que j'essaye de m'accrocher aux nuages. Mais c'est un choix personnel, mais c'est un choix aussi qui est... Mais c'est naturel, je suis... Chauffe. Positive attitude, parce que on va tous mourir. Déjà, ça, c'est génial. C'est un truc, c'est un postulat commun. C'est même pas un postulat, c'est ce qui nous unit tous. Avant la couleur de peau ou quoi que ce soit, on est tous que de passage. Donc, si on est d'accord que nous sommes tous que de passage, est-ce que ce passage-là, on veut choisir de le rendre gris ou noir? Choisir. Quand tu dois le vivre et l'assumer, sache que même quand j'ai passé les périodes qui, aujourd'hui, avec du recul, quelqu'un pourrait dire « Oh putain, je suis désolé », mais je ne garde pas que ça de ça. Même dans ces situations-là, il y a une partie quand même mindset. Dans la souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, il y a une partie mindset que tu peux contrôler même dans ton truc le plus noir, le yin-yang. Eh ben, tu vas garder le petit truc blanc. Alors c'est pouf, chaotique partout autour de toi. Mais et de temps en temps, tu vois le petit truc blanc. Et tu peux avoir beaucoup de blanc et juste le petit point noir à côté. Ça, c'est le jackpot, c'est génial, tu vois. Ouais. Tu vis dans le blanc, de temps en temps, tu regardes le truc noir et tu te dis « Ah, mais tac, profite bien, tant que tout est blanc. Parce que quand tout sera noir, il faudra s'accrocher qu'à un tout petit peu de blanc. » You know? Ouais. Et est-ce que c'est quoi que tu te dis? Est-ce qu'il y a une phrase que tu te dis ou c'est un sentiment, genre, quand tu es dans des situations un peu où c'est pas top, quoi? Oui, il y a une phrase. Tu te dis, ah, mais tu sais, t'es pas là, tu vois? Il y a une phrase, c'est Allahumma lak al-hamd ala kulli hal. Alhamdulillah. God, I'm grateful for whatever comes. Yeah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ça, c'est la phrase ouais. Après, tu as des exemples, tu as des choses, tu as des ancrages qui ne sont pas nécessairement des phrases, mais des phases. Une fois que tu passes un truc, tu sais, tu te rappelles toujours Dieu. Plus quand tu es dans la merde, typiquement. Moi, aujourd'hui... C'est tellement vrai. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Ça a switché. Mais il y a des périodes que tu ancres ou un truc, tu te dis, bordel, c'est impossible que je m'en sorte, que ça passe. Et que quand c'est passé, c'est presque surréel, il ne faut pas oublier ce moment-là. Il faut l'ancrer. Il faut le piner. Comme tu pines une localisation d'un endroit où tu veux revenir, tu poses le truc. Il ne faut pas l'oublier. Parce que dès que tac, tu te dis, wow, mais you know. Et plus tu pines ces feelings, ces émotions, pas cette phrase que tu as entendue qui t'a illuminé ou ce truc-là de... C'est ressenti. Cette boule dans le ventre qu'après, quand c'est passé, tu te disais, wow, tiens, c'est ces feelings que je claque. Moi, je l'associais tout. Genre, comment je l'expliquais quand j'étais plus jeune, c'est que je disais... parce que je disais, pourquoi ils nous éprouvent comme ça? Pourquoi c'est si difficile, tu vois?
Mais je pense que d'une certaine façon, c'est pour nous faire réaliser sa grandeur. C'est-à-dire que toi, avec tous tes efforts que tu as fait, tu dis, je sais pas comment, j'essaye ça, ça marche pas. Et lui, en un tac, il peut te résoudre tous tes problèmes. Moi, c'est ça que je vivais souvent au travers des épreuves de la vie, c'est que tu te rends compte que waouh, il suffisait d'une phrase ou d'un timing ou d'un truc et tout, clac, tout s'enchaîne et tout s'est résolu et toi, t'as juste rien compris. Et tu te dis, moi, j'aurais jamais pu faire ça, subhanallah, genre. Ouais. Et Dieu merci, en vrai, genre, we need to stop worrying all the time. We don't control everything. Genre, on ne contrôle pas tout. Et c'est comme une forme d'acte de foi, finalement. Je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais aussi, pour être un peu plus dark, parce que c'est toi qui as ouvert ce truc. Ouais. Et avec ou sans toi, la vie, elle continue, en fait. Ouais, ça, tu te mets des trucs en attaque. Les gens, ils vont pleurer 2-3 jours. Ouais. Les gens, pas les gens. 2-3 jours. Boum, next. Là, et des fois, tu te prends la tête sur des trucs, t'es à fond dans un truc. Et non, et tout au moins de détails. Après, il y a une couille qui va surgir d'un coin qui va faire que c'est... Tac, tout ça, ça devient futile. Et après, avec le recul, tu te dis, putain, mais quand je me prenais la tête, non, il faut pas que... Et qu'il y a eu le truc. Ben, la vie, elle a continué dans l'autre machin. Il faut arrêter de se prendre la tête. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation où est-ce que vraiment c'était très compliqué et d'un coup, t'as vu la lumière, tu vois, il y a un truc où... Dans le travail Dans ta vie perso. Putain, ouais, ça fait déjà longtemps que les caméras ils tournent. Il y aura plus... Non, il y en a plein. Il faut aiguille-moi. Dis-moi, donne-moi un truc, une typologie de trucs et je te sors. T'as dit que tu as vécu des choses assez difficiles. Mais parce qu'il y a des choses que je ne partagerai jamais. Ouais. Même avec les gens sans les caméras. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs choses. C'est pas, je regrette rien, mais il y a un temps et un contexte pour tout. Est-ce que ces choses-là, en les partageant, vont faire du bien hors de moi? Parce que moi, je fais la paix avec moi. Je me reproche rien. Mais après l'interprétation, c'est combiné avec un tout. J'ai encore des ambitions, j'ai encore un chemin de vie. Donc, il y a certaines choses qui sont archi percutantes, mais que je garderai toujours pour moi jusqu'au moment où je sentirai que c'est le bon moment de le partager parce que ça va aller nourrir ou faire jaillir une étincelle ailleurs. Mais tant que je n'ai pas atteint certains de ces objectifs, et plusieurs de ces objectifs ont des chiffres, tant que je n'ai pas atteint ça, juste partager ça, juste pour le partager, j'ai vécu ça, mais quelle est la résultante? Parce que peut-être que je me trompe alors. Par rapport au regard de la société dans laquelle on vit et dans laquelle il faut s'insérer, et par rapport à laquelle il y a certaines choses, pour les accomplir, il faut remplir certaines cases. Il faut que j'ai rempli certaines cases avant de commencer à en remplir d'autres annexes. Tu vois Et alors, on va aller dans une autre direction. Ok. C'est quoi qui te passionne le plus dans ce que tu fais? C'est quoi qui t'anime, là? Comme autant dans la production, dans... Est-ce que tu peux qualifier qu'il y a une seule chose ou tu es animé par plein de choses? C'est le fait de pouvoir monter un dispositif qui va créer quelque chose et que cette chose, elle va avoir un impact et partir et se propager. Parce que on est tous en équipe, on fait, on gère, on tac, après on pose le truc. Le truc, une fois qu'il part, c'est pas que quantifiable en vue quand il s'agit d'une vidéo, ça peut aussi avoir attrait à des émotions ou peut-être à une remarque dans une conversation parce que la personne a vu ce contenu ou a assisté à ce festival ou a écouté cette table ronde ou a participé à cet atelier, ça réveille un truc en lui qui va créer que dans une situation... ça va enchaîner dans un autre sens, mais que cette graine, elle a été plantée là. Donc, monter des dispositifs de production au travers des médias, de l'événementiel ou du entertainment en général, parce que entertainment fait au fait, ça plante des graines.
Et après, tu vois peut-être un acteur ou un chanteur ou un rappeur et tu sens que, ouais, il m'inspire, il t'inspire. Pourquoi? Je sais pas trop, mais dans ton inconscient, il y a plein de graines qui sont plantées par cette phase que tu as lu, ce truc, ce machin, ce bidule. Et se dire que euh, si tu mets de l'énergie pour nourrir quelque chose, cette chose-là, quand elle va partir et se propager, il faut rien attendre en retour. Il faut donner. J'ai l'impression j'ai envie de sentir que je fais du bien et que j'oublie, que je le calcule pas. Et tu sais que des années passent et que des gens viennent te voir ou des gens que tu connais pas, des trucs de fou en mode. Des déclics que tu as créés. Waouh! Un mec qui me dit, oui, oh, c'est toi Nabil, un tel, comment il me parle de toi et que maintenant il est parti dans ce pays et qu'il dit toujours, il y a ce monsieur que j'ai rencontré au travers d'eux qui m'a. Ou des autres personnes, soit en message, soit en vrai, qui vont te dire, Nabil, waouh, l'inspiration que tu as. Mais bon, moi, c'est pas moi l'inspiration, moi je suis que un moteur mais je suis entier. Parce que rien à prouver. Hein. La gloire ou la travers, tu vois, c'est vite. Ça part vite, c'est pas. C'est éphémère. C'est pas mon truc. Mais que tu sentes que tu nourris la planète d'énergie. Et cette énergie, là, elle part. Elle s'arrête pas là. Là, l'énergie, elle part. Et elle se transforme, et elle mue, elle va venir, elle va se plugger à ça, partir, et de ce truc-là, elle va se partir sur un autre médium, et tac, tac. En fait, les énergies, elles partent. Générateur d'énergie positive. Je t'assure qu'il y a des choses qui créent des déclics. Tu as l'impression, tu te dis, merde, mais le jour où je l'ai entendu dire cette phrase, c'est là où j'ai réalisé que la phrase, c'était juste le fait que dans ton inconscient, tu as peut-être aussi entamé un certain travail que tu savais déjà et que juste le moment était bon. Et ça s'est manifesté à travers cette personne-là ou ce truc-là. Donc ouais, bon, c'est cool, mais voilà, et la vie continue et on avance. Et là, tu as parti ton podcast Nota Bene en septembre dernier, n'est-ce pas? Et c'était quoi C'est quoi ta vision pour Nota Bene? C'est quoi ton... Nota Bene a été créé, tourné 2 épisodes pilotes, monté la charte graphique en 2017. Et j'avais 2 épisodes et je me suis dit, je vais trouver un sponsor trop facilement pour ce concept qui s'appelle Nota Bene au Bing. Donc bien avant qu'est-ce qui se passe déjà, mais après Nabil au Brésil et une web TV que j'avais fait tous deux. Mais comme j'ai pas trouvé les sponsors ou etc., je voulais en fait créer le podcast que j'aurais aimé trouver en marocain, que j'ai trouvé en fait chez les Américains beaucoup. J'écoute pas beaucoup, je n'écoute que du podcast déjà. Bon, depuis la phase Prison Break, Lost, j'ai vu 2 saisons. Après Breaking Bad et tous les trucs, ça y est. It's a commitment. And once you commit, wow, tu réalises que tu prends un lance-flamme à ton calendrier. Bah, tu prends 3 jours, du binge, binge watching. Bro. C'est vrai. C'est wow. Moi, je l'ai fait à l'adolescence parce que t'as le temps. Mais quand tu grandis, t'as plus le temps. Mais même quand t'es jeune et que t'as le temps, non. Non, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. C'est une forme d'hypnose, je pense. Donc je me dis, autant j'ai eu la chance... Non, c'est même pas pour apprendre. Autant sympathiser avec des gens qui existent de vrai. Et après, j'ai commencé à regarder que du docu. Et j'ai toujours kiffé le docu. Ensuite, il y a eu Vice TV, la chaîne YouTube. Ça, c'était aussi génial. Ensuite, il commençait à y avoir des documentaires sur des personnes que je kiffais, soit de la scène de skateboard, soit de la scène du surf, du snowboard. Mais derrière l'histoire de ces gens, c'est pas comment il est devenu athlète, c'est aussi lui, son lifestyle, qu'est-ce qu'il a fait. Le storytelling autour de gens que tu connais, c'était génial. Après, il y a eu le podcast. Et le podcast, c'est la manière la plus brute de cette personne. Après, il y a eu Joe Rogan. Moi, à l'époque, Joe Rogan, moi, je l'écoutais. Avant les vidéos et tout, il avait son site, en fait. Il y avait déjà InfoWars, un truc tu connais, la conspiration, les tac, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette guerre, pourquoi ce machin, ce bidule. Et il y a eu Joe Rogan, tu rentres dans son site, tu as tous les épisodes, tu peux télécharger le MP3 de l'épisode. Et de temps en temps, je chopais des épisodes. À partir de l'épisode peut-être 300, 400, je me suis plugué dans Joe Rogan. I loved it.
Ouais. Et après, son truc, il a évolué, son studio, il a évolué, son machin, son bidule. Après, il a commencé à ramener que des têtes, pas que des gens de l'UFC et tout. À savoir que Joe Rogan a une sacrée histoire, parce que lui, oui, il vient des sports de combat, il fait du stand-up. C'était aussi un animateur télé de Fear Factor, qui était un super show aux États-Unis et tout. Donc, c'est un sacré bonhomme. Et après, voilà. Après, il y a des podcasts de fun facts, des podcasts d'histoire, des podcasts le pourquoi, du comment, du Bitcoin à une époque, de NFTs, machin. Donc, à chaque fois que je voulais apprendre sur un truc, j'allais chercher un podcast d'un expert. Après, il y a eu le Huberman Lab qui te banalise dans des podcasts de 3-4 heures des trucs quand même assez poussés sur les aptitudes cognitives ou sur la programmation neurolinguistique, sur les troubles d'attention, les déficits d'attention, les syndromes d'hyperactivité, de tac, tac, tac. C'est devenu un océan de contenu, de wow, et plein de choses que tu te posais peut-être sur toi, tes lectures de certaines choses, tu vas aller trouver l'expert qui va venir te le dire en 3-4 heures. Wow, j'ai toujours kiffé. Je me suis dit, punaise, c'est dommage. On avait Radio Ma'arif à une époque, qui est bien. C'est un super podcast, mais il est archi spécialisé histoire. Mais moi, je suis un généraliste. Je suis un généraliste assumé. Culture des grands titres. Et j'aime bien scratch the surface on things, mais je ne me suis jamais archi spécialisé. Même dans le montage vidéo, dans la prod et tout, je touche à tout. Ouais, mais il ne faut pas me demander le truc qui pète de l'animation de machin de bidule. Ça y est. Et en fait, donc en tant que généraliste assumé, je me suis dit, wow, un jour, il faut que je fasse un podcast. J'ai fait 2 épisodes en 2017. Je n'ai pas trouvé les sponsors, mais je l'ai laissé au frigo parce que je ne voulais pas cramer ces épisodes. J'avais monté un studio à Emerging Business Factory avec un ami, Yusuf Bouskeri, qui est photographe. J'ai loué du matériel de cinéma, des caméras, des cadreurs. On a monté le truc. On a fait 2 putains de pilotes. Personne ne l'a acheté. Je ne voulais pas cramer les épisodes sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, le jour où je veux faire Nota Bene ou Bink, il faut que ce soit carré et que je puisse me projeter. C'est resté au frigo jusqu'à ce que Podcasty me contacte pour me dire, Nabil, on a un chantier d'un studio de podcasting qui va ouvrir le mois Intel. Il faut que tu viennes le visiter. Et j'avais c'est qu'une fois qu'ils ont ouvert, et moi j'étais à IMSONE. Je voulais m'installer à IMSONE. Je voulais construire ma vie autour du surf. Je te jure. De ta passion, louer une baraque, l'exploiter, peut-être acheter un lot inter, construire un truc et vendre des expériences à ce niveau. Mais en fin de compte, non, je suis resté 6 mois. J'ai fini la saison, je suis venu, je trouvais le studio de podcast, je leur ai montré le pilote, on a vibé sur la même fréquence, putain d'équipe. Plus qu'une équipe, on est trop... we were meant to meet parce que on est créatif et on est dans la production. On oublie que c'est leur travail, c'est ce qu'ils te vendent. Moi, quelque part, je suis un peu, entre guillemets, un client, mais non, on est ensemble, on produit Nota Bene Bink. Ce n'est pas mon concept, c'est le concept. Vous construisez ensemble. Et on le fait, tu oublies, tac, tac, tac. Donc, on est venu et ça y est. Et ça a coulé de source parce qu'en fait, c'est une graine qui est plantée il y a des années et des années. Et qu'une fois que j'ai eu le bon truc autour de moi et que ces chiffres que tu mets sur les choses, c'est lucide. Une fois que tu mets un chiffre sur un besoin, tu n'as plus le chiffre. Tous tes besoins, tu peux les atteindre, en fait. Il faut juste se structurer. Mais dès que tu bloques sur ça, c'est... Et c'est quoi ton ambition avec le podcast? Est-ce que t'as un goal? Est-ce que t'as un objectif que tu aimerais beaucoup atteindre? Non. You just go with the flow. Non, c'est pas un flow. C'est exactement ça que je voulais dans ma vision de créer un contenu média et d'avoir certaines réponses à mes questions que je puisse archiver. Okay. Et après, tout le reste, c'est que du bonus. Que je puisse en vivre un jour, ça, peut-être ce serait cool. Qu'il y ait un sponsor qui puisse le financer pour qu'on puisse, élaborer plus le contenu ou atteindre plus de gens, ramener des guests, les prendre en charge. Donc, j'aimerais bien un sponsor instit, mais pour l'amour du média marocain, qui viennent, que tu puisses appeler des gens, qu'eux viennent chez toi au studio à Marrakech, au Casablanca, et pouvoir leur offrir de l'hébergement, des machins et tout. Et est-ce que tu as un invité, tu te dis, si lui vient dans mon podcast, ce serait cool? Ouais. Que tu aimerais vraiment avoir dans ton podcast? Écoute, il y a Papa qui arrive bientôt. Ça fait longtemps.
Parce que, ouais, il faudrait vraiment faire papa, vu que j'ai déjà fait maman et ma sœur. Après bon, ça fait un petit peu bateau, mais il faut que ce soit des conversations que tu puisses assumer. Donc, au-delà de... C'est des conversations que tu devrais... Il faut en être capable d'avoir ces conversations. Donc, de là à parler, tu vois, avoir juste une conversation avec Sa Majesté ou le Prince héritier ou quelqu'un de la famille royale. Et rien qu'une conversation sans caméra, déjà, c'est peut-être un scénario qui te trotte dans la tête, mais qu'est-ce que je dirais, etc. Alors que si tu rajoutes des caméras. Donc, c'est une conversation que j'aimerais avoir. Donc, quelle est une conversation que j'aimerais avoir? Écoute, il y a beaucoup Gad Elmaleh et Jamel Debbouze qui ont marqué mon enfance que j'aimerais bien avoir. Il y a quelqu'un comme Stati et Hajib qui font partie quand même le gros patrimoine de notre enfance aussi, etc., de pouvoir archiver ça. Je sais pas, ouais, tout le monde. Ouais, Ouais. en vrai, c'est beau de te voir aller, la vérité. C'est très inspirant parce que aussi dans ta façon de... Tu trouves les opportunités viennent aussi. Tu vois, des fois, tu trouves un invité et tu dis, ah, vas-y, ça pourrait faire... ça pourrait être intéressant. Et là, t'arrives à produire énormément de contenu super qualitatif parce que tu suis, je trouve, énormément ton cœur quand même, ton intuition. T'es quelqu'un Intuition. T'es quelqu'un de très, très intuitif. Ouais, et tu sais pourquoi? L'instinct, on est avec. L'instinct, ça fait partie du monde animal. On est des mammifères, on est des animaux, on est né avec un instinct. L'instinct, c'est pour survivre et l'intuition, c'est pour vivre. Et l'intuition se développe au fur et à mesure de tes expériences et de tes échanges. Je lie l'intuition à la qualité que tu veux de ton existence. Et je lie l'instinct à est-ce que tu continues d'exister ou pas. Donc l'instinct, c'est l'instinct de survie en fait, de yo, vie ou mort, hop. Mais l'intuition, tu la développes pour te donner une meilleure qualité de vie. Et il y a des fois des gens qui, autour de toi, dans la vie de tous les jours, tu ne le sens pas trop. À un certain âge, en fait, si tu ne le sens pas trop, c'est que tu as cartographié quelque part que c'est une énergie incompatible, pas que c'est quelqu'un de mauvais ou de malhonnête ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai juste envie de me faire plaisir. J'ai envie d'être dans des endroits où j'ai envie d'être. J'ai envie de parler à des personnes que j'ai envie de parler avec eux, tu vois. C'est tout. Et t'as toujours suivi ton intuition? Non, c'est tout récent. Ça fait 2-3 ans. Ça a changé ma vie, c'est génial. Pour le meilleur. Ben, écoute, je pense qu'on a fait on a fait le tour de beaucoup de choses. J'ai encore tellement de questions. Mais c'est quoi un conseil que tu pourrais donner, mettons, à notre génération qui voudrait qui se cherchent, en fait. Tu vois, qu'ils ont justement mille inquiètes, ne savent pas trop encore qu'est-ce qu'on doit choisir, qu'est-ce qu'on doit faire. S'il y a des choses de votre enfance que vous kiffiez faire et que vous avez bridé, récupérez cette chose-là tant que c'est encore possible. Parce que quand on est enfant, qu'on veut faire certaines choses par envie profonde, mais qu'il y a un souci de moyens ou de trucs ou c'est une logistique, non, tu ne fais pas de la guitare parce qu'on t'a inscrit au tennis ou un truc du genre. Mais maintenant, avec Internet, tu peux tout apprendre tout seul. Et si, dans la vingtaine, tu peux aller récupérer ces choses-là, c'est génial, comme ça, tu ne vis pas avec des regrets. Moi, j'ai vécu ça avec le rap. J'écris du rap très jeune, gamin. On m'a vite bridé et j'ai oublié. Mais heureusement, j'ai eu la chance, ça y est, 18-19 ans, tu ne vis pas à la maison. Aux États-Unis, ça c'est ressorti tout seul et je n'ai pas vécu avec ce regret. J'aurais pu en faire ma life, je pense. Je sens que j'aurais pu être un putain de rappeur. Mais je n'ai pas le regret de ne pas l'avoir fait jusqu'au bout parce qu'au moins je l'ai fait un peu. Après, il y avait le rapport à la neige, au ski.
Ah, j'adorais aller à la mer. Mes parents m'ont beaucoup amené à la mer, mais je voulais tout le temps faire du surf. Mais bon, je le formulais pas. C'était pas dans la configuration des vacances qu'on avait. Et je suis parti récupérer toutes ces choses-là avec mon propre argent que je gagnais au fur et à mesure que je gagnais au prorata. Waouh! Et je cochais toutes ces cases de l'enfance. Surf, snowboard et tout. Faire une checklist de l'enfance et Ouais. d'essayer de te permettre de le vivre, en fait, et d'essayer de l'inclure dans ton agenda dans ton agenda pour pouvoir pas vivre avec des regrets, quoi. Ouais, et le goûter. Ouais, et de... Ouais, le goûter et de le vivre, quoi, d'être heureux de faire ce que t'aimes profondément, parce que je trouve que dans l'enfance, on sait pas, on fait juste aimer, c'est comme, tu sais... Non, mais s'il y a- surtout, je suis arrivé à un âge où je pensais avoir loupé un coche et que je vois, j'ai des gens très proches, sans nommer de... Mais que ces gens-là qui se confient à moi et qui ont toujours voulu mon bien, qui à une époque, Nabil, voilà, 25-30 ans, pensent à te marier, te caser, te machin, te bidule. Mais plus tard, ces gens-là, ceux qui jouaient de la guitare, avec qui on faisait de la musique, etc., tu les revois plusieurs années plus tard, il y a une étincelle qui a terni en eux et ils te disent, on a fait en fait un choix. Donc oui, il y a le X de l'époque, tu te rappelles, mais maintenant avec les enfants. Mais il y a une étincelle qui s'est ternie. Et ces mêmes personnes qui veulent le bien pour toi, Nabil, fais ceci, cela, mais que 10 ans plus tard, ils voient en toi des choses qu'eux ont perdues, ces mêmes gens te disent avec la même bienveillance et le même amour, Nabil, profite un maximum de ces trucs-là avant de franchir le pas. Ça peut être le mariage, enfant ou des trucs beaucoup plus... Mais après, moi, peu importe ce que je veux entreprendre, je sais qu'il y a certaines choses qui font partie de mon bien-être et de mon identité que je ne suis pas prêt à brader dans une vie de couple. Et ça, c'est des choses qui sont quand même personnelles. C'est pas ce que tu vois dans les réseaux sociaux, tu vois. Après, tout le temps, tu vas attirer les nanas qui veulent le Nabil Skili de Internet. Elles veulent le arrobase Nabil Skili. Elles veulent pas Nabil Hamdaoui, tu vois. Et quand elles voient le vrai Nabil Hamdaoui, en fait, t'as attiré que des gens qui sont dans l'image et tout. Et vice-versa, que peut-être... cette dame qui va te voir des réseaux sociaux va se dire « Ah putain, lui, c'est dommage. Là, il est super sympa, mais quand je vois sur Instagram, ça correspond pas. » Tu vois? Mais je sais pas, c'est pas grave. C'est ainsi va la life. Mais comment est-ce que tu différencies les deux? Pour toi, c'est qui Nabil Hamdaoui et Nabil Skili? Nabil Hamdaoui, en tant qu'entertainer, c'est Nabil Skili. Skili, c'est mon surnom de quand j'étais enfant. C'est le surnom du gars qui était un peu le clown de la classe, le pitre, qui a fait que j'étais accepté de tous mes pairs. C'est que j'étais tout le temps un peu wary, rigolo, tout le temps le bon jeu de mots, le bon truc, celui qui va écrire le texte sur la prof pour la porter en dérision. La prof, elle va dire « Quoi, pourquoi tout le monde rigole? Nabil, il a écrit un texte sur vous, madame. » « Non, ouais, madame, promis, vous me punissez pas si je le lis. Ok, vas-y, tu te mets au tableau, tu lis un texte de slam ou de rap sur ta prof et tout, tu vois. » C'est lui ce qu'il lit. C'est l'humour qui t'a sorti de toutes les situations, quoi. Aussi, ouais. L'humour, l'imagination, le fait qu'on a quand même vécu dans une super Marrakech des années fin à 80, début 90, que j'ai des relations d'amitié d'enfance qui, à ce jour, sont waouh. Beaucoup d'amis d'enfance. Où est-ce que, waouh, tu vois, et ça fait partie entièrement de moi. Donc, sur Internet, je suis un entertainer. C'est pas moi. Tu vois, et après, des fois, il y a des trucs que tu testes. Ah, regarde, il y a de plus en plus de jeunes qui te suivent. Ah, tu sais quoi, tu as mis beaucoup de festivals le lendemain. Documente aussi que tu fais ça pour montrer qu'il y a un équilibre. Alors que je ne vais pas dire, yo les gars, j'ai dansé jusqu'à 4h du mat, je suis debout à 8h du matin parce qu'à 8h30, je dois être à l'administration Intel ou que je suis dans une réunion pour une levée de fonds dans un projet dans l'agroalimentaire de machin de bidule et que c'est des choses que je fais. Nabil Hamdaoui, monsieur Hamdaoui, quand je rentre. C'est pas je rentre à 9h du matin, monsieur Skili, bonjour, donc non, tu vois, mais Nabil Skili, le arrobas Nabil Skili, c'est I'm an entertainer. Et Hamdaoui, comment est-ce que tu le qualifies? Hamdaoui, c'est la dynastie, c'est les racines, c'est mes racines, c'est pas cérébral. Nabil Skili, c'est quand même, il y a beaucoup de cérébral, c'est calculé. Il y a une dimension d'image. Bah oui. En fait, c'est un personnage. C'est un personnage, non, c'est une curation. Curation, c'est une sélection.
je curate, je suis un commissaire de contenu de moments de ma vie que je sens qu'ils peuvent apporter certaines choses. Donc, mais c'est une sélection très... Tac. Après, il y a des jours où j'ai pas trop le temps de me prendre la tête à « Ah ouais, ce moment-là, ce serait bien si tu le mets sur Instagram, tac. » Mais rien n'est scénarisé. Mais c'est curated. C'est une sélection. C'est la sélection de Skilly, des moments de vie de Nabil Hamdaoui. Mais c'est qu'une petite sélection. Et c'est quoi un des plus grands risques que Nabil Skilly a pris dans sa carrière? Risque. Ou défi, tu vois, quelque chose que tu t'es dit... Ouais, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Je sais pas, je suis parti en 2018, j'ai pas trouvé de sponsor pour la Coupe du Monde parce que tous les sponsors du Maroc voulaient sponsoriser les créateurs de contenu que sur la base de 3 matchs des phases de poule du Maroc parce que aucune grande marque au Maroc ne pensait que le Maroc allait passer en 8e de finale en 2018 en Russie. J'ai pris le peu d'argent que j'avais, un billet d'avion pour la Russie, une cagnotte de mes amis, un sac à dos. Love money. J'avais jamais fait de montage vidéo proprement dit. Et j'ai créé une émission sur le tas, Nabil en Russie en 2018, une 25 épisodes. Et je suis resté jusqu'à la finale. Parce que j'ai dit, le drapeau marocain doit rester en finale pendant la Coupe du Monde, à la rencontre des cultures, des machins, des bidules. Et j'ai fait ça. Gros risque, mais je sais que j'allais le faire. Et j'ai appris sur le tas, je faisais des visios, j'appelais mon ami Sébastien, j'ai trouvé des monteurs en Russie. Apprenez-moi, j'ai appris sur le tas. Avec machine, caméra et tout. Et j'ai monté en temps réel mes trucs. Un autre risque, je sais pas, c'est tac-tac, des fois quand tu vas dire des mots, des gros mots. Mais le gros mot, quand tu le dis, c'est pas pour être vulgaire, c'est pour appuyer une chose. Donc il y a une certaine prise de risque quand tu vas le dire comme ça. Ouais. Et tu as parlé beaucoup d'où te vient cette envie de... Parce que tu as envie de faire briller... Je sens que, d'une certaine façon, tu as envie de faire briller le Maroc. Ça te tient à cœur dans ce que tu fais de faire briller le Maroc. Comment et pourquoi, en fait? Ça, je sais exactement pourquoi. Qu'est-ce qui te vient te chercher, qui te donne envie de faire briller le Maroc? Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était le 1er septembre 2001. Je ne parlais pas anglais. Je me suis fait virer du lycée quelques mois auparavant. On arrive en famille aux États-Unis. Je suis dans un nouveau lycée, 10 jours. Je ne parle même pas anglais. Les attentats terroristes, le 11 septembre. Et je suis l'arabe. Je suis le musulman, je suis le terroriste. Et je devais me défendre très, très tôt et m'expliquer et mes trucs, et je parle même pas anglais. Je me retrouve dans une classe, je suis dans un lycée, je connais personne, et j'ai une prof qui me dit je comprends, hey, mets-toi debout devant tout le monde, et elle dit aux étudiants, posez des questions à l'arabe sur ce qui vient de se passer, des trucs comme ça. Donc déjà, je pars stigmatisé du lycée français, je me retrouve dans le lycée américain. What the fuck, dude? Et j'avais pas le vocabulaire pour me défendre et tout, mais que tac tac, mais qu'au fur et à mesure, j'ai appris l'anglais. Tac, je me suis plus assumé déjà en tant qu'Africain, parce que déjà en grandissant au Maroc, système français, tu perds un peu le connection avec l'Afrique. Je me réconciliais avec l'Africa parce que je me suis réfugié aussi dans la communauté un petit peu les blacks des États-Unis. Après, dans mon rap aussi, ça s'est ressenti. Et après, les gens commençaient à découvrir le Maroc grâce à moi. Pour moi, je disais Morocco, ils pensaient Puerto Rico, Mexico, ils pensaient que j'étais un latino. What the fuck, no? I'm from Africa, bro. It's like, what? You a nigga? I'm like, hell, motherfucking yeah, I'm a nigga. Tu vois? Et tac. Donc, ça a été un mécanisme de défense très tôt, que j'ai bien fait. Après, quand je suis venu ici, j'ai cette aptitude à pouvoir parler à différents types de cultures de par mon background. De qui je suis et d'où je viens. Et si je suis, Nabil, oh, you're going to Marrakech, you must get in touch with Nabil, he's so cool, man, he's the man. Bah, si Nabil, il est so cool et que les gens de l'étranger qui m'ont rencontré, peu importe où, quand ils ont des gens qui viennent à Marrakech, ils disent absolutely get in touch with Nabil, mais c'est aussi parce que Nabil, il est marocain, il est d'ici et ça fait partie de qui je suis. C'est qui je suis. Et pour les gens qui veulent venir au Maroc, tu conseilles quoi Ramener de l'argent. c'est beaucoup plus cher. Ramener de l'argent, mais vous allez vous éclater.
Puis c'est quoi les trucs forts à faire au Maroc si... Ramener de l'argent. Google Morocco, comme je t'ai dit, Yeah. le désert, les trucs tradis, les trucs archi-cosmopolites, sacrés concerts, festivals, DJ, discothèques, trucs rustiques, chez l'habitant, les villages, le trekking. C'est incroyable. Plus beau pays du monde, mais je te le dis de manière très, très assumée. La richesse du Maroc, c'est comme un États-Unis condensé. Tu vois, ça, c'est comme ça. Et nous, c'est... Condense-moi tout ça. C'est ça, le Maroc. Waouh. Et c'est génial. Ouais. Non, la vérité, moi, quand à chaque fois que mes amis me disent « Ah, je vais au Maroc », j'ai envie de les mettre en contact justement avec toi parce Ouais. que je sais que selon le besoin de chaque personne, tu vas trouver comment l'orienter vers que tu veuilles faire du surf, que tu veuilles faire... dépendamment de tous les goûts, tu vas pouvoir les orienter dans des directions incroyables et leur faire vivre une expérience incroyable. Comme moi, j'ai vécu une expérience incroyable et vraiment, je te serais vraiment reconnaissante de fou parce que je pense que mon séjour ici est en grande partie grâce à toi. Genre, j'ai vécu tellement de choses parce que t'as justement, grâce à tous les contacts, à toutes les choses que tu as toi vécues, que tu m'as partagées, c'est fou. J'ai pu... et même Maya, elle en a bénéficié. Elle me dit, mais c'est qui Nabil? Ouais. Elle me dit, comment tu rentres là tranquille, tu rentres là tranquille. Elle me dit, mais c'est qui en fait? Là, je lui ai dit, en vrai, c'est Nabil, je peux même pas décrire. Tellement c'est incroyable parce que t'as une vraie capacité à te faire... amis et à tisser des très bons liens et des très belles connexions avec les gens. Et je trouve que la vie humaine, c'est notre capacité à tisser des connexions avec les gens au final. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, tissons. Tissons. Et j'espère que vous allez tisser avec Nabil, avec tout ce qu'il a partagé et que ça va vous aider dans votre parcours, dans vos questionnements. Et puis, sur ce, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. À la prochaine. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et mot de la fin, tu veux dire un petit mot pour la fin, ouais. Alhamdulillah ala kulli hal. Soyez reconnaissants pour tous les états que vous ressentez dans cette vie. Gratitude. Yes, Merci beaucoup. Génial.